Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur Eden Télévision où vous suivez Matin d'Eden. Nous sommes le 23 mai 2018, c'est bien mercredi et c'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs câblés Eden TV et bien évidemment sur la radiodiffusion Diaspora FM synchronisée sur cette télévision, sur sa chaîne sœur Eden TV. La 100.2.3, c'est bien la fréquence de la radiodiffusion Diaspora FM. Alors, voyons maintenant l'essentiel, sinon les grands axes de votre émission Matin d'Eden pour le compte de ce 23 mai 2018. Vous n'aurez pas droit à la une des journaux ce matin, mais l'actualité, bien évidemment, vous sera présentée par Laurent, Roland, Tolinques, l'actualité nationale, bien évidemment, à l'international, ce sera respectivement pour les clés du monde et la revue internationale. Et le débat à faire croiser se propose d'aborder la visite de Patrice Talon au Vatican, les enjeux et acquis d'une visite en Terre Sainte. Et pour faire ce débat, c'est bien Narcisse Ressou, le rédacteur en chef du quotidien Palmarès, et Zéphirin Aouga, philosophe de formation et activiste des réseaux sociaux. Voilà pour l'essentiel des grands axes de cette émission Matin d'Eden. Sans oublier la musique, la chansonnette et la sélection d'Eden. Je l'ouvre maintenant avec le bulletin d'information. C'est avec vous, Laurent. Bonjour. Bonjour Loris et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Le bulletin d'information. Et c'est au chapitre diplomatie que nous l'ouvrons. Le président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon, a été reçu ce mardi 22 mai 2018 par le président de la Confédération suisse, Alain Berset, à l'occasion d'une visite officielle en Suisse. Les deux présidents ont eu des entretiens à la résidence du Lone près du Bénin qui ont porté sur la coopération au développement et les relations économiques bilatérales. Il s'agit d'une visite de réciprocité de la part du chef de l'État béninois qui fait suite au voyage effectué au Bénin un an plus tôt par la présidente d'alors, Doris Leuthard. Oui, merci Laurent. Ce point se poursuit dans le cadre de cette visite justement dont vous parlez tantôt de la visite du chef de l'État en Suisse. Bien évidemment, 2 accords ont été signés. Ces accords sont relatifs à la mise en œuvre de la stratégie de coopération en Suisse 2017-2020 d'une valeur totale d'environ 47 milliards de francs CFA. Accord entrepreneuriat stratégique pour des opportunités d'investissement renforcées, en abrégé Espoir. Accord du programme d'appui au plaidoyer des fêtières des organisations socio-professionnelles agricoles APOSP. Les accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, Aurélien Agbenossi, et Ignazio Cassis, conseiller fédéral des Affaires étrangères suisse, en présence du chef d'État. Précisons que la coopération entre la Suisse et le Bénin se développe autour de 3 axes d'intervention: le développement économique et rural, l'éducation et la formation professionnelle, la gouvernance locale et la décentralisation. Dans un tout autre volet maintenant, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, était ce mardi face à la presse. Objectif, présenter la situation de mort de plusieurs milliers de poissons sur le lac Tao à Kmenou, dans la commune d'Atiémé. Nous vous proposons de suivre un extrait de sa déclaration. Il s'est passé quoi? Déjà depuis jeudi, les populations ont constaté une pellicule rougeâtre surnager l'eau. Le lac étant encaissé, l'eau ne coulant pas, c'est à la faveur du vent que la pellicule a commencé par se déplacer sur le plan d'eau. Et dans son déplacement, les poissons qui surnageaient pour peut-être capter ce qu'ils ont vu de sombre ont péri. Progressivement, dans la journée de samedi, il y a eu beaucoup de collectes de poissons flottants. Les pêcheurs se sont agglutinés pour capter ce qu'ils appellent le don de Dieu. C'est alors que nous avons dépêché donc une équipe sur place pour aller vérifier. Et lorsqu'on m'a fait le compte rendu tard dans la journée de dimanche le soir, nous sommes dépêchés là-bas. En même temps, on a pris des mesures conservatoires pour lancer des communiqués, pour faire des tables rondes, saisir les chefs de village qui sont dans les villages qui ceinturent le lac, pour identifier les femmes qui ont collecté du poisson ces 2 derniers jours afin de le leur arracher pour éviter les cas d'intoxication. Nous avons mis
les centres de santé en alerte maximale. Les moindres cas suspectés devraient être référés dans des centres spéciaux pour éviter vraiment qu'on dise qu'il y a mort d'homme. Dans tous les cas, on a aussi demandé à ce que le plan d'eau ne soit plus navigué et que les pêcheurs traditionnels que nous avons là laissent l'eau au repos pendant au moins 2 semaines, quitte à ce que le danger puisse passer. En vérité, cet exploitant industriel qui est là avec une vingtaine d'enclos a perdu toute sa production de cette année. Une très belle production malheureusement. Mais aussitôt, on a pris les mesures pour pouvoir d'abord assainir tous ces filets, lui permettre de reprendre et de régénérer encore cette production. Là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, depuis 6 heures, j'ai mis en branle une deuxième équipe, là de techniciens, pour aller apprécier réellement l'étendue de la plaque qui est sur l'eau et quel est aujourd'hui le degré de dangerosité de cette plaque flottante. Et oui, rappelons que lundi dernier déjà, le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, était sur le site pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts. Alerté par cette information relative à la contagion du lac Tao, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est rendu à Zonlekwe, une localité de l'arrondissement de Penou dans la commune d'Atiémé. Objectif, constater. Le ministre de l'Agriculture s'est fait accompagner par le spécialiste en matière de détecter le degré de contagion pour non seulement réduire la vitesse de propension de cette contagion, mais aussi faire des prélèvements pour détecter la source du mal. Plus de détails avec notre correspondant Jonas Bouti. Une grande quantité de poissons morts flottant à la surface du lac Tao, dont les eaux ont changé de couleur, la scène est inhabituelle. Pour certains pêcheurs de la localité, c'est une manifestation divine, semblable à la pêche miraculeuse opérée par Jésus sur le lac Tibériade. Mais la quantité sans cesse croissante de poissons morts qui gagnaient les rives du lac Tao a fini par dissiper toute ressemblance de cette situation avec la pêche miraculeuse dont parle l'évangile de Saint Luc ou celui de Saint Jean. Alors, ces populations se sont finalement résolues à porter l'information aux autorités. Dans la nuit d'hier, j'ai eu l'information relative à une pellicule rouge qui flotterait sur le lac Tao, du côté de Penou. Déjà depuis la matinée, des poissons flottaient. Les pêcheurs ont trouvé ça comme un don de Dieu et ramassaient. Et les femmes fumaient. Ah non, il ne peut en être un don de Dieu, car ce pisciculteur sur le lac Tao n'a jamais voulu faire don de ses poissons aux populations. Et pourtant, il a perdu toute sa production au cours de cette situation. Il y a 3 ou 4 jours, on a été informé que les poissons sont en train de mourir au niveau de la berge de Penou et à Zonlekwe. Et c'est le vendredi soir, on a été atteint. On a perdu toute notre production. 10 tonnes de poissons en tilapia qu'on a. En une journée, on a perdu toute la production. Mais qu'est-ce qui a pu bien décimer en un temps record les poissons de ce lac? Il y a un produit qui serait versé dans le lac et qui tuerait tous les poissons. Il y a une pellicule, aujourd'hui pas encore très visible, mais qui s'étale progressivement sur le lac. Nous sommes venus sur le terrain pour effectuer quelques prélèvements afin de, disons, statuer sur l'origine de cette intoxication sur les poissons. Et comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de flottaisons, il y a eu beaucoup de poissons morts. C'est un produit chimique hautement toxique. Y a-t-il alors un risque d'intoxication à craindre pour ceux qui consomment ces poissons? Il y a un danger, il y a un risque d'intoxication de la population. Regardez très bien les filets qui sont par terre là. La couleur des filets est naturellement blanche. Mais les filets qui sont sortis de la zone où le nuage est passé sont rouges. Ça veut tout dire. Il faudra donc en appeler à la conscience des pêcheurs de cette localité qui continuent d'exercer allègrement leur activité. Nous sommes venus observer ce matin et il y a une belle brochette de pêcheurs avec leurs petites barres, leurs pirogues, effectivement sur le plan d'eau. Et sur le plan d'eau, les pêcheurs continuent de prélever.
Plusieurs mesures sont déjà prises par le ministre Gaston Dossoui pour réduire la vitesse de contagion des eaux de ce lac et pour préserver la santé des populations riveraines. Et face à ce malheureux événement, eh bien, les acteurs des réseaux de défense et de la protection de la biodiversité se sont prononcés. Un drame halieutique certainement dû à la pollution du lac. Les acteurs du réseau de défense et de protection de la biodiversité appellent les autorités à mener les investigations pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Ils exhortent également au respect des textes de loi en vigueur au Bénin sur la protection des ressources naturelles. Nous les suivons au micro de Corneille Aïssé et Fréjus Fiossi. D'abord une désolation de constater que des espèces halieutiques sont décimées de cette façon, et on a constaté comme vous qu'il y a des milliers de poissons qui sont morts au niveau du lac Tao. Bon, en ce qui me concerne, d'abord je déplore ce qui s'est passé, mais jusque-là je crois qu'il est important que des investigations soient menées pour qu'on voit exactement quelle est la cause, à quoi cela est dû. Et d'abord, moi, la question que je me pose, est-ce que les poissons sont morts dans le lac ou dans des étangs? Ça, c'est une question, on doit clarifier cela, on doit nous dire rapidement si c'est dans des étangs ou c'est dans le lac. Si c'est dans le lac, je crois que c'est très très grave. Mais quand c'est dans les étangs, ça peut être dû à différents phénomènes et il faudrait que des spécialistes puissent les étudier. Mais ce qu'on va remarquer aussi, c'est qu'aujourd'hui, les produits chimiques, les pesticides que nous utilisons sont à portée de main. Mais malheureusement, c'est que les populations ne sont pas éduquées à les utiliser suivant les règles de l'art. Vous voyez, des produits chimiques qui sont destinés peut-être au coton, on va les utiliser dans les légumes et on va les utiliser dans des zones où on ne doit pas les utiliser. Vous savez que dans nos vallées aujourd'hui, on utilise de l'herbicide parce qu'il n'y a pas la main d'œuvre. S'il n'y a pas la main d'œuvre, les gens utilisent de l'herbicide. Et l'herbicide va se retrouver dans le plan d'eau. S'il y a de ces phénomènes, il faut chercher à savoir si ce n'est pas dû à nos comportements. C'est avec tristesse que moi j'ai appris par voie de presse qu'il y a eu vraiment de l'intoxication des ressources halieutiques à Atiémé. Je ne connais pas la cause actuellement, mais je suis sûr que si nos différentes sensibilisations étaient écoutées tant par les autorités que par la population, on n'en serait pas arrivé là. Moi, je pense que le poisson doit être consommé par l'homme. Le poisson est dans l'eau. L'eau, c'est une zone humide. Et là où ça s'est passé, c'est le delta du Mono que nous sommes en train de promouvoir maintenant par l'argent qui vient de l'extérieur. Et c'est pour promouvoir en même temps le Bénin et le Togo. Si un touriste entend qu'il y a des ressources alimentaires qui sont intoxiquées, vous voyez les images sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un, deux poissons, c'est une cargaison de poissons qui sont tués dans des zones humides. Quelle pourra être la réaction de ce touriste lorsqu'il voudra manger au Bénin? Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Je ne dis pas que c'est telle ou telle cause, mais lorsque nous produisons, nous devons mettre du soin, à savoir que la production que nous faisons est destinée à la vie, et la vie est sacrée. Si tu déverses des éléments toxiques dans l'eau, il y a une loi pour ça. La loi cadre est claire là-dessus. Et celui-là doit être puni. S'il n'y a pas une étude d'impact, même s'il y a une étude d'impact, on ne déverse pas des toxines dans l'eau. En de pareilles circonstances plutôt, celui-là, il faut que la loi soit appliquée. Comment il va déverser n'importe quoi dans l'eau pour tuer des milliers de poissons? Dans de pareilles circonstances, il faut prendre des mesures qu'il faut. Une autre de culture pour mettre un terme à ce point de l'actualité sur Matin d'Éden. L'orchestre Polyrythmo fête cette année ses 50 ans. Mai 1968, mai 2018, cela fait déjà 50 ans que l'orchestre Polyrythmo fait le bonheur des éléments du funk, du jazz, de l'afrobeat et bien d'autres rythmes. 10 membres fondateurs au Bénin, au départ, ils sont que 3 aujourd'hui. Ce mardi 22 mai, ils étaient face à la presse pour présenter le projet de commémoration du 50e de leur carrière. Fréjus Serrolan et Frère Voitan pour le point.
Ce titre reste l'un des très célèbres parmi les plus de 1000 enregistrés par le tout-puissant orchestre Polyrythmo. Mai 68, mai 2018, le plus ancien et toujours actif orchestre béninois et africain, né du souhait de feu Clément Mélomain, célèbre 50 ans de carrière. Le Bénin, à travers un projet de commémoration du cinquantenaire, veut valoriser le talent de ce groupe. C'est de sauvegarder la mémoire et de valoriser tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont produit, afin que les générations futures puissent en bénéficier. Deuxième raison, c'est de permettre également à la jeune génération de savoir que seul le travail et la persévérance sont les clés du succès en termes de carrière musicale. Et enfin, permettre à cet orchestre de pouvoir transmettre le relais à la jeune génération, de leur donner les secrets qu'ils ont pu mettre en œuvre pour vivre pendant 50 ans et être encore debout, prêts pour le combat. Debout, ils ne sont plus que 3 membres fondateurs à l'être, au nombre des 10 au départ. 7 étant passés de vie à trépas, seuls Pierre Loco, Vincent Reyrenou et Gustave Bento poursuivent le combat. Nous avons un géant concert le 1er août prochain. Et nous avons une soirée privée, la veille du 1er août. Une soirée privée. Pour ceux-là, du 3e âge, qui voudront bien venir profiter de Polyrythmo, nous aurons une tournée nationale. Ça, je remercie le ministère de la Culture qui nous a donné ça. Nous allons ériger un centre multimédia, un espace multimédia, où nous allons loger toute notre discographie. À l'occasion de ces 50 ans, nous allons sortir un nouvel album de 15 titres et un best-of de 50 titres. Un titre pour chaque année d'existence. À ce programme s'ajoute la réalisation d'une fresque murale d'une 40aine de mètres, un documentaire de 52 minutes, une tournée internationale, aussi soutenue par le ministère de la Culture, qui débute en mi-juin, et un concert de clôture avec Manu Dibango en décembre à l'Institut français de Cotonou. Quant au secrétaire général du ministère de la Culture, Balaminus Kapovi, représentant son ministre, il a expliqué l'engagement du gouvernement pour ce projet. Lors de la présentation de la stratégie de relance du secteur des arts et de la culture, le ministre, M. Oswald Omeki, a annoncé que cette année, le Bénin va célébrer Polyrythmo. Et donc, nous tenons à ce projet, raison pour laquelle, depuis quelques semaines, nous marchons ensemble pour aller vers le top. Le ministère aujourd'hui, ainsi que le gouvernement tout entier, travaillent d'arrache-pied pour offrir au public béninois, au public africain, une très belle fête de l'an 50 de notre groupe Polyrythmo. Notre objectif aussi, c'est de lier la célébration du 58e anniversaire de notre indépendance, ainsi que la commémoration du 50e anniversaire du groupe Polyrythmo. Cette rencontre a pris fin par la projection du premier clip vidéo de l'orchestre après 50 ans de carrière. Et oui, c'était là l'élément à propos des préparatifs des 50 ans de l'orchestre Polyrythmo. Laurent, c'est sur ce dernier que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Évidemment, nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs à 13h pour la grande édition. Et oui, juste après ce point de l'actualité, on va installer le conducteur de moto-taxi. Ce sera la rubrique « On vous aime ». Il annonce Samuel Juste. De quoi voudra-t-il nous parler ce matin? Eh bien, il se prononce sur les raisons qui l'ont poussé à opérer ce choix, à opter pour la conduite de moto-taxi. Rappelons déjà qu'il a démarré ce métier depuis 2014. Et puis, juste après la rubrique « On vous aime », ce sera le débat à faire croiser. Je vous le disais tantôt, ce débat aborde la visite de Patrice Talon au Vatican, les enjeux et acquis d'une visite en Terre Sainte. L'exercice sera fait par Zéphirin Aouga, activiste des réseaux sociaux et philosophe de formation, et le rédacteur en chef du quotidien Palmarès, Narcisse Ressou, si tout va bien. On vous aime maintenant. Il y a là, mais il y a assis.
Tout le Yassi maintenant. Je suis Samuel Schuster. J'ai commencé par conduire le ZEM depuis 2014 que j'ai rentré dans le corps ZEM. Mais vraiment, bon, le corps ZEM, effectivement, c'est un corps qu'on peut appeler quoi faire. Si on ne trouve rien à faire, bon, il faut commencer par là, juste pour ne pas rester à la maison et dire, en tout cas pour te créer des chômages. C'est pourquoi moi j'ai décidé par l'amiable de conduire le CM. Mais je ne vais pas arrêter que j'ai fini pour ça, sur ça. Effectivement, moi, si je veux que si le gouvernement peut encore réaméliorer les conditions, ça va faire que les CM, il n'y aura plus beaucoup de maillots jaunes dans le pays, car c'est un métier effectivement qu'on n'a pas le choix, comme il n'y a rien à faire, qu'on n'a pas le choix. Alors il y a les champs. Et j'interpelle le gouvernement que ce qu'ils ont commencé dans les communes comme la formation des gens sur les produits des cultures maraîchères, sur les cultures maraîchères, si le gouvernement peut continuer jusqu'à nous trouver une place, en tout cas jusqu'à nous trouver un champ vaste pour que nous-mêmes, pour qu'ils puissent nous recruter et nous-mêmes, on va travailler pour faire sortir quelque chose. Ça serait une meilleure chose. Effectivement, mais mon frère, regardez, on t'a déjà choisi pour quelque chose, pour un métier à faire. Mais aussitôt, tu as été radié. Mais comment tu ne peux pas? Tu n'as pas le choix. Nous avons tous des pères de famille. Nous sommes tous des pères de famille. Nous avons des femmes, nous avons des enfants. On ne peut pas rester à la maison dire qu'on va survoler, c'est ça? Nous ne pouvons pas voler. Et nous ne pouvons pas dire commander. Donc c'est juste pour conduire. Effectivement, c'est ça. Bienvenue à toutes et à tous. Le débat est donc ouvert. Le débat a fait croiser qui se propose d'aborder la visite de Patrice Talon, le président de la République au Vatican, les enjeux et acquis d'une visite en Terre Sainte. Je vous en parlais tantôt pour faire cet exercice. C'est bien Narcisse Ressou du quotidien Palmarès, le rédacteur en chef du quotidien Palmarès, et Zéphirin Aouga, activiste des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux et philosophe de formation. Les deux y sont, bien évidemment. Bonjour Narcisse. Bonjour Loris, bonjour téléspectateurs. Voilà, inutile de vous rappeler cette visite en Terre Sainte, vous l'avez suivi sur Eden TV et sur les chaînes sœurs, vous avez suivi les analyses et commentaires. Il nous revient maintenant d'y revenir ici sur Matin d'Éden et plus précisément sur Fait Croisé. Narcisse Ressou, je démarre par vous. Alors, quel est l'enjeu de cette visite selon vous? Quelle est la portée de cette visite? Portée, enjeu, d'abord il faut qu'on arrive d'abord à reconnaître que c'est une visite d'État ou une rencontre d'État, c'est deux chefs d'État qui se sont rencontrés, seulement que l'autre a un statut beaucoup plus particulier, un chef d'État et chef de religion, pour parler du pape, et qui, il faut être clair, a invité son homologue. Oui, et peu avant cette visite, on l'a suivi sur la chaîne aussi. L'invitation lui a été transmise par le Conseil apostolique. Exactement. Donc, c'est le pape qui a voulu rencontrer un de ses homologues ou un de ses fidèles, puisque avec la polémique, le chef de l'État arrive à se réclamer chrétien. Il a désormais mis fin à la polémique. On va y revenir. Donc, ceci étant, donc le pape a rencontré un homologue, un de ses fidèles, chrétien catholique, s'il faut le dire ainsi. Et pour quelle cause et pour quel but? Vous parlez de retomber, enfin, les acquis d'une telle rencontre, les portées. Et il ne faut pas oublier que l'Église du Bénin traverse quelques crises depuis quelques années déjà. Et le sujet phare les craintes du Vatican, s'il faut le dire, c'est pouvoir recadrer les choses sans
empiéter sur la surface de responsabilité des autres, sur la surface, comment dirais-je, de pouvoir des uns et des autres. C'est en cela qu'il a discuté, s'il faut faire un bon décryptage, qu'il a discuté avec son homologue sur des sujets concernant la religion. Et comme on a eu à entendre Patrice Talon en réponse sur la chaîne du Vatican, c'est dire que le Bénin est un État laïque et qu'il a intérêt à faire que chaque religion puisse aisément s'exprimer, que chaque chrétien, enfin, pardon, pas chrétien, que chaque citoyen béninois arrive à exprimer sa foi sans accroche. Donc, ceci étant, on ne peut pas omettre que avec la nouvelle religion de Banamé, on ne peut pas omettre qu'il y a des accroches par rapport à l'Église catholique. Il est arrivé, si j'ai la mémoire en place, Souboni Yahi, à travers le ministère de l'Intérieur, qu'il a été rappelé à l'Église de Banamé de pouvoir déposer les attributs de l'Église catholique. Et jusqu'à aujourd'hui, si on observe bien, c'est-à-dire c'est pas fait. Les attributs d'une religion, je me rappelle une fois, j'ai vu des artistes, les danseurs se mettre dans les accoutrements, ce qui est culturel chez nous, mais aussi culturel, du vaudou Sakpata pour danser. Et il est arrivé à un moment donné où ces dignitaires ont tapé du poing sur la table pour dire attention, ça c'est pour notre culte. Et vous ne pouvez pas, venez d'abord par autorisation. Et je crois que c'est ce qui se fait à travers ce domaine. Donc les attributs d'une congrégation doivent être respectés. Et l'église de Banamé, je me rappelle bien, avait été sommé par le régime de Boni Yahi pour pouvoir respecter ces normes. Mais si aujourd'hui vous observez très bien, ce sont des inquiétudes. C'est pas respecté, c'est pas fait. Et cela peut bien amener le pape à appeler son homologue à lui mettre le doigt sur des questions essentielles par rapport au bon vivre des religions dans son pays. La question des attributs est bien discutable, mais ça n'est pas le menu principal de notre débat à faire croiser. On pourra y revenir bien plus tard dans d'autres... Zéphirin Aouga, vous avez suivi le chef de l'État, vous avez suivi les réponses, j'allais dire, du chef de l'État par rapport au chapitre religion, tant sur le chapitre religion que sur la politique. Tout à fait. Monsieur Narcisse a déjà bien planté le décor, mais je crois que le chef de l'État est resté très droit dans ses bottes. Je crois que sa posture est la meilleure parce que il ne faut pas oublier, en matière de religion, nous ne pouvons pas... il y a toute une histoire. Le monde n'est pas né aujourd'hui, et même l'Église catholique, nous savons comment est-ce que l'histoire qu'on nous a racontée, comment est-ce que c'est né, et tout n'a pas été linéaire. Tout n'a pas été linéaire. Il y a eu des hauts et des bas, et on ne veut pas rentrer dans l'histoire pour se rappeler des moments très douloureux aussi dans cette congrégation-là. Maintenant, par rapport à Banamé, ce n'est pas la première fois qu'il y a un schisme en matière de croyance. On a notre célèbre église christianiste céleste qui était née aussi dans le temps et qui est devenue ce qu'elle est devenue, qui est devenu quelque chose de bien. Il est vrai, Monsieur Narcisse a parlé de certains attributs, tout ça là. Il y aura toujours quelques anicroches, il y aura toujours quelques difficultés et tout. Et si le président du Vatican, qui est en même temps un spirituel, un dignitaire, qui est le pape, vient à vouloir demander à son homologue du Bénin de bien voir comment est-ce qu'il faut peut-être... dans quelle mesure il faut apaiser les tensions, il faut canaliser pour qu'il n'y ait pas de conflit en tant que tel. Bon, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose, mais moi personnellement, qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut, et surtout que nous sommes dans un domaine où... Oui, qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut, mais sans empiéter, sans dépasser les limites de sa parcelle. Non, chacun fait ce qu'il veut en respectant les autres, en respectant la loi. Et nous sommes dans un État laïque, comme l'a si bien rappelé le chef de l'État.
et en tant que chef de l'État, il appartient à tous les Béninois. Donc, il n'a pas vocation à être plus... à s'afficher plus d'un côté qu'à un autre. Il est président de tous les Béninois. Donc, dans ce sens-là, son rôle, il doit être garant de l'unité nationale, garant de la paix sociale, garant de la République, simplement. Donc, moi, je crois que moi, j'ai aimé sa posture. Nous n'étions pas là pour savoir exactement la teneur même des échanges et tout. Mais par rapport à l'intervention du chef de l'État sur Radio Vatican, on peut quand même déduire que il a su quand même dire au pape ce qui est de son pouvoir et ce qui véritablement ne relève pas de lui et qui est consubstantiel à toutes les formes de religion. Si nous devons faire l'histoire... Quand vous avez suivi le chef de l'État, est-ce que sa position est tranchée? Est-ce que sa position met vraiment fin à cette polémique? Non, mais c'est pas lui la polémique vient à lui, mais lui, à l'entendre, il ne fait pas partie de la polémique. Il est un être humain. Et on ne peut pas, je ne sais, si des gens se réclament de vous êtes ici, si des gens pensent que vous êtes bon journaliste et tout, et qu'ils disent que vous êtes un des leurs et tout, en quoi est-ce que ça vous gêne de dire non, je ne suis pas des vôtres? Non. Et surtout que vous êtes à une position où vous appartenez à une république, vous dirigez une république, donc vous symbolisez l'unité nationale, vous symbolisez l'État. Alors, donc, vous n'avez pas à dire à certains Béninois de ne pas dire que vous êtes un des leurs. Donc, ceux qui veulent faire de cela une polémique, ce sont ceux-là qui n'ont pas trouvé, parce qu'il manque de matière. Parce que nous sommes sur un plan purement... en matière de foi, par exemple, moi, je n'accepte pas qu'on vienne déranger les gens en matière de foi. La foi, elle est purement personnelle. C'est ce à quoi nous assistons depuis quelques temps vis-à-vis de l'Église catholique. On assiste à quoi vis-à-vis de l'Église catholique? Vous dites que vous n'acceptez pas qu'on dérange les autres dans leur foi? Non, on ne doit pas déranger. Donc, que le chef de l'État, s'il lui chante d'aller prier à l'Église catholique, c'est tant mieux. Il a des parents qui sont dans l'autre église de Guanamé, mais est-ce que c'est parce qu'il est président qui va leur interdire d'aller là-bas? Non, chacun fait son expérience. Et son rôle, c'est de pouvoir gérer le encore qu'il n'y va pas, qu'il n'y a pas allé. Voilà. On n'a pas suivi encore sur une chaîne. On lui prête des intentions et je crois que c'est une polémique qui n'a pas de sens et les gens devraient s'occuper de ce qui les regarde fondamentalement. Et puis maintenant, on verra de toutes les manières. Ceux qui vont à Guanamé savent pourquoi ils y vont. Chacun doit se rendre compte à sa conscience. Donc, ce n'est que ça. Moi, je crois qu'il n'y a pas de polémique à avoir là. Merci, M. Aouga. Narcisse Ressou, il n'y a pas de polémique. Le chef de l'État a sifflé la fin de la récréation. Je crois qu'à trop se justifier, on finit par se rendre coupable. Qui se justifie? Il n'a fait que répondre à une question à lui posée par le journaliste. C'est-à-dire quoi? On a tendance aujourd'hui à voir que ce sont certains citoyens qui pensent qu'il y a, que le chef de l'État a des accointances avec une certaine religion dans le pays, au point où on est tenu de faire des communications, de mener des actions pour prouver le contraire. Encore qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu. À l'Épiphanie, à Porte-Novo, on a dit... Non, si, moi j'en ai connaissance. À l'Épiphanie 2018 à Porte-Novo, ce fut une occasion saisie pour communiquer, pour exprimer... En quoi faisant? Pour dire que voilà la preuve que le chef de l'État n'est pas d'une obédience. Vous savez, nous sommes... Non, Narcisse. Non, vous savez. Nous y sommes. Nous sommes appelés pour faire un décryptage. Oui. Et le décryptage se base sur des faits. Et non pour nourrir la confusion. Non, pas pour nourrir la polémique. Et non pour créer des faits pour en faire un décryptage. Le décryptage part des faits, des réalités. Et nous partons de cette même réalité aujourd'hui pour dire que on a vu qu'on a fini par trop se réclamer d'une église catholique. Et ça s'est passé à travers plusieurs communications.
ça dit quoi? Ça dit, c'est pas un crime de vouloir justifier. Et qu'est-ce qui nourrit cette polémique? C'est parti de la période électorale, l'élection présidentielle, où on a chargé le chef de l'État actuel de cette accointance par rapport à cette congrégation. Et si, par la suite, vous savez, je ne voudrais pas qu'on aille remuer le couteau dans la plaie. Il y a eu des comportements, il y a eu des déviances, au point où la justice de notre pays s'est saisie même des dossiers par rapport à cette congrégation-là. Donc, ce n'est pas que c'est des gens qui vivent leur foi, puis il n'y a pas de problème aujourd'hui, on leur en veut. Il y a eu des réalités qui ne sont pas digérables de par le passé. Et ça fait que ça nourrit la polémique davantage. Ah non, c'est comme ça qu'il fallait siffler la fête de la récréation, en mettant chacun dans son couloir. Et si nous sommes un peu pacifiques, les gens ont su faire avec, ce n'est pas une raison pour ne pas mettre les points sur les i, si j'en viens à l'appel du Vatican. Tant bien que on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. On se contente des déclarations du chef de l'État sur la radio Vatican. La radio Vaticane, pardon. Donc, il faut aujourd'hui comprendre que même si le Bénin est un État laïque, nous devons permettre à chacun de pouvoir aussi respecter les autres dans leur foi. Et qu'est-ce que je voudrais dire en soulignant cela? Pour finir ce chapitre religion. Oui, pour finir ce chapitre religion, je crois que le chef de l'État lui-même a eu à déclarer à plusieurs reprises, puisque vous voulez des faits, vous dites que il n'y en a pas eu, je disais qu'on se réclame trop. Avec les évêques, il en a encore dit qu'il n'est pas de là-bas. Et que même s'il a des proches de là-bas, donc ce n'est pas quelque chose que nous inventons, même s'il a des proches de là-bas, qu'il ne peut leur refuser, comme il vient de le dire tout à l'heure, d'être d'une certaine obédience. Ce qui voudra dire... Quel mal y a-t-il à se revendiquer d'une congrégation? Non, il n'y a pas de mal, puisqu'on parle de la polémique. Et cette polémique est venue encore, comment dirais-je, du couvent même du chef de l'État, c'est-à-dire de ses entourages. Et aujourd'hui, si à un certain niveau il y a d'inquiétude, je parle du Vatican, si le Vatican s'inquiète et met le chef de l'État dans ses responsabilités, je crois que c'est bienvenu. C'est-à-dire, c'est nécessaire, il faut finalement que le chef de l'État puisse recadrer les choses, si tant est que. Alors, n'ayant pas je dirais, la substance du huis clos, PR et entre le PR et le président de la République et le prélat, alors on s'en tient je dirais, à l'essentiel de cette interview. Il n'y a pas eu que la religion, il y a eu aussi la politique. Le chef de l'État a été interpellé aussi sur, je dirais, la fronde sociale ou la fronde, je dirais, sociopolitique qui prévaut au Bénin. Et vous avez suivi sa question. Quelle lecture en faites-vous, Zéphirin Ouga? Non, mais... sur sa réponse, je dirais. Oui, sur sa réponse, il a dû rester cohérent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse maintenant? C'est lui le président. Et tous les problèmes qui arrivent aujourd'hui dans le pays, bon, on va se référer à lui. Et c'est quand même quelqu'un qui est de bonne foi. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous arrivez au pouvoir et que vous avez des réformes, vous avez des réformes à mener, donc c'est que ça grince toujours. Même en France, la France que nous citons aujourd'hui, bon, nous voyons ce qui se passe en France. Les réformes ne sont pas acceptées de gaieté de cœur. Vous voyez? Donc, je crois que qu'on interpelle le chef de l'État dessus, c'est tout à fait normal, mais lui-même, il en a conscience et que, de toutes les manières, ça fait partie de l'évolution du pays. Et les crises, oui, la fronde. Oui, quelle que soit la gouvernance, ça fait partie. Puisque de toute manière, nous allons toujours agir. Lorsque vous voulez agir, il y a
il y a toujours des résistances quelque part. Et c'est la manière de pouvoir régler les résistances, de pouvoir aller au-delà des confrontations. Quand on évoque ici les crises, on s'en tient pas seulement, je dirais, à l'incompréhension que le pouvoir en place et les partenaires sociaux. On parle aussi, je dirais, des prisonniers politiques. Non, il n'y a pas de prisonniers politiques, je vous en prie. Il n'y a pas de prisonniers politiques ici. Vous pensez? Non. Au Bénin? Non. Chacun est libre d'attribuer des noms qu'il veut, mais moi, je ne trouve pas encore de prisonniers politiques au Bénin. Je ne trouve pas. Alors, vous classez quelques-uns enfermés dans quel registre? Ah bon? Les gens, ils sont allés, mais c'est pourquoi on les a interpellés, c'est pourquoi on a eu besoin d'eux, c'est pourquoi on a voulu les entendre ou les mettre en dépôt. Bon, on nous a dit. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est de bonne guerre. Ceux qui ne voient pas la chose de la même manière ou bien de manière sentimentale pensent que non, on ne devrait pas faire. Puisque nous sommes dans un pays où on a toujours quelque chose à reprocher. Soit, même si l'idée est bonne, on trouve que la méthode n'est pas bonne. Et même si la méthode est bonne, on trouve... Donc qu'est-ce que vous voulez? C'est des choses... Le Bénin n'est pas né d'aujourd'hui. Mais il est vrai que nous sommes contemporains et que ce qui se passe sous nos yeux, nous devons avoir une lecture dessus. Et c'est pour cela que nous faisons cet exercice-là. Mais chacun essaie de... Sinon que tout est rose. Ah non, tu ne peux pas être rose. Tu n'es rose nulle part. Mais il faut comprendre ce qui arrive, c'est tout. Il faut chercher à comprendre. Essayer à expliquer et faire l'effort de montrer, de donner sa compréhension ne veut pas dire qu'on soutient. Non. Pour moi, selon ma compréhension des choses, il n'y a pas encore de détenus politiques. Non. Il n'y en a pas. Non. Mais comment définissez-vous alors un détenu politique? Qui appelez-vous détenu politique? C'est quelqu'un qui, pour des faits politiques, est mis aux arrêts pour des faits politiques. Est-ce que quelqu'un a fait des marches dans ce pays, ou bien quelqu'un pour des activités politiques, on l'a pris? Non. Tous ceux qu'on a retenus dans les liens de la justice, on a dit soit c'est une question de gestion, soit c'est... on parle de faux médicaments par-ci, par-là. On parle de... Donc, c'est quand même... sur le plan objectif, sur le plan des arguments qui sont sortis. Nous, si nous voulons extrapoler, et puisque chaque Béninois voit toujours ce qui est objectif ne nous intéresse pas. Mais c'est ce qui n'est pas vu par personne, c'est ça que nous soutenons. Et moi, je suis un peu... Moi, je me limite à ce que je vois. Maintenant, les autres interprétations, les autres inquiétudes, ce qui peut cacher le réel, ça existe, d'accord. Mais on ne peut pas quand même faire l'accord des consciences sur cela. Ce serait l'interprétation de Narcisse, ce serait votre interprétation, ce serait mon interprétation. Donc on va nourrir la polémique. Maintenant, si ça sert à quelque chose, ça peut quand même servir à quelque chose, c'est tant mieux. Mais moi, en tant que Zéphirin, je ne vois pas objectivement les gens qu'on a dû arrêter parce que qui sont des prisonniers politiques et qu'on a arrêtés et on a dit que oui, c'est parce que ils ont créé un parti, c'est parce qu'ils ont mené des activités politiques, c'est parce que ils ont voulu renverser le gouvernement en place qu'on les a arrêtés. Non, tous ceux qu'on a arrêtés, il y a eu des faits de corruption et autres. Des faits de corruption, sur des faits de ceci, de cela. C'est connu objectivement. Maintenant, on peut aller au-delà. Et ça c'est la liberté de chacun. Mais dans la vie, il y a ce qu'on appelle aussi le scepticisme. Il faut donner la preuve. Il ne faut pas seulement réfléchir, mais il faut donner la preuve de ce qu'on dit. Lorsque vous n'avez pas la preuve de ce qu'on dit, souffrez que votre interlocuteur ne soit pas obligé de vous suivre. Narcisse Ressou. Oui, ça m'attriste. Ça m'attriste en ce sens que si le Vatican vient, parce que les questions posées au président béninois sur la radio, ce sont des questions qui sont liées à l'entretien avec le pape. Et puis, ils sont allés sur l'affaire Banamé. Nous saurons le dire. Nous pouvons le dire. Ils sont allés ils sont allés sur l'affaire de Banamé. Ils sont revenus à la crise sociale, à la vie de société. Et je crois que c'est là où
D'abord, il faut comprendre qu'il y a eu même des sorties. On ne peut pas omettre que ça tient à cœur. Vous avez vu à travers ce voyage, aucun clerc, aucun évêque, aucun prêtre béninois n'a pu accompagner le chef de l'État béninois. C'est extraordinaire. Et puis, ça dit quoi? Ils ont rendu la visite, juste une visite étatique. Alors que, en réalité, la courtoisie, ça dit, dans le bon vivre, les visites de chefs d'État au Vatican, c'est souvent accompagné avec les évêques, de leurs évêques, la preuve d'une... Vous n'avez pas eu une plainte du clergé? La preuve je l'ai dit tantôt, un peu avant cette visite. Au fait, j'en viens. On a vu les sorties de l'église. Quand Yahya était allé, il n'y avait aucun évêque dedans. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. J'ai vu la photo avec le pape, il n'y avait aucun évêque. Ce n'est pas question d'afficher. Je dis. Et même si c'est le cas, vous ne pouvez pas le savoir. Le clergé ne s'en est pas plein. Si on ne doit pas s'afficher, vous ne pouvez pas le savoir. Je vous dis que... Vous avez vu, moi, laissez-le finir son argumentaire. 2 fois au Vatican, avec le pape Benoît XVI et avec le pape François. Et vous verrez avec le pape Benoît XVI, les évêques béninois. Et si, avec le pape François, il n'en a pas été le cas, je sais quand même... Le président Talon n'est pas obligé de copier la gouvernance Boni. J'en viens à dire... C'est pas du suivisme, c'est 2 régimes différents. C'est 2 régimes différents. Si tu permets, j'en viens à dire les sorties répétées de l'Église contre la gestion actuelle, les sorties du Père Pénoukoun pour décrier la gestion actuelle. Il y a longtemps qu'on a vu de telles réalités, pour tirer dessus la sonnette. Ce qui voudra dire que si déjà le clergé, les prêtres ont commencé par se mettre dans l'actualité pour tirer du rouge, la visite du président béninois au Vatican, les sujets d'entretien n'y seront pas exclus, les sujets liés à sa gestion de l'eau. Et si, sur la radio Vatican, le chef de l'État béninois a voulu, s'est un peu vu comme réformateur comme Jésus, ou à l'image de Nelson Mandela, je dis, cela prête vraiment à confusion, parce que les personnages cités pour s'identifier aux réformes, Jésus n'est pas réformateur pour venir abolir, comme lui-même il a dit. Il est venu plutôt révéler le sens profond de ces lois-là. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Et puis le respect de la Constitution aurait permis à Patrice Talon de s'identifier comme un réformateur comme Jésus en respectant la Constitution béninoise. Mais ce qui n'est pas le cas. En prenant les noms de Nelson Mandela, c'est-à-dire, c'est des personnages cités qui, en réalité, se sont donnés, sacrifiés. Ils n'ont pas fait appel au triomphe, mais c'est dans leur sacrifice de relever les faibles de leur société qu'ils en sont arrivés à la gloire. Et on est ici dans un contraste total. Parce que quand l'Église interpelle dans sa sortie le chef de l'État béninois, c'est pour le respect de l'homme. Ça dit quoi? Qu'on puisse, l'humain soit mis au cœur des actions, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et on vous parlait de détenus politiques qui n'en ont pas. Et c'est là encore que ça m'attriste que le chef de l'État puisse dire gaillardement qu'il n'y en a pas, alors que Atao Renouho, vous en avez connaissance? Atao Renouho, croupi en prison, arrêté, déposé en prison dans des conditions très très déplorables. Pas pour des motifs politiques. Vous ne direz pas le contraire. Atao n'a pas été interpellé suite à des événements politiques. A eu à dire que c'est par rapport à son refus de participer à la révision de la Constitution. Vous avez écouté comme moi les audios. Et puis, le premier chef d'accusation de flagrant délit ayant échoué, vous savez comment on a ramené d'autres frais c'est-à-dire fraude fiscale sur de faux médicaments. C'est comme si vous voulez prendre de fiscalité, c'est-à-dire prendre des taxes sur la drogue. Et puis, on achète, maintenant c'est pour faire de rébellion, ce qui est encore sorti, je crois, avant-hier. Donc, vous appelez ces cas-là. Métaillon, dites-moi que c'est le plus corrompu du Bénin. Et puis, la Cour constitutionnelle a fait une décision sur le cas Métaillon. Aujourd'hui, on en est où? Et tous ceux qui sont à l'exil,
parce qu'on n'a pas voulu respecter la Constitution, nos textes, nos lois. On a voulu faire par la force. À vous entendre, Narcisse Ressou, c'est à croire que c'est la République la plus critique au monde. Nous sommes tous des prisonniers aujourd'hui avec ce que nous vivons. Nous sommes tous des prisonniers ambulants. Peut-être vous, pas nous. Je dis nous sommes avec ce que nous vivons actuellement. Moi je bénéficie de ma totale liberté. Bien sûr, ce qui me fait vous inviter ici. Soyez, prenez toujours. C'est pourquoi il dit ambulant. On ne sait pas quand est-ce que ça va nous arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut le dénoncer. Ça aurait été si critique que sur ce plateau, vous n'aurez pas le droit de vous exprimer aussi librement. Non, c'est pourquoi nous ne sommes qu'en train de dénoncer à nos risques et périls. Nous ne sommes qu'en train de dénoncer. Ça, raison de garder, Narcisse Ressou. Oui, il faut se vider, il faut se libérer, il faut faire son... Vous êtes libre de votre analyse, mais pas au point de peindre la République les exemples que en noir, non. Les exemples que nous citons, en déphasage avec la loi. Mais ça doit nous inquiéter. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu dis oui, vous vous exprimez, mais demain... Vous savez, Narcisse, c'est ce qui me fait vous dire. Je ne veux pas disculper le non-respect de la Constitution, les exactions ou quelques insuffisances qu'on constate ça et là dans la gestion de la rupture. Mais je vous dis, ce n'est pas la pardon, ce n'est pas la pire des républiques. Non, ce n'est pas la pire des républiques. Même l'Église dont il est question a été depuis quelques années secouée par des scandales rocambolesques. Vous ne direz pas le contraire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de saint ailleurs. Loris, vous attendez qu'on soit dans la pire des situations avant de dire, mais en ce moment, vous ne pourrez plus dire. Et c'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, quand vous ne coupez pas la queue au lionceau, dès qu'il est encore à cette étape, quand il devient grand, vous ne pouvez plus. Et là, nous devons tous faire attention pour revendiquer l'état démocratique dans lequel nous sommes et dans lequel les Béninois ont aspiré à être. Les réformes, on peut les mener beaucoup plus intelligemment en mettant l'homme, en respectant l'homme, l'humain. Merci Narcisse. Zéphirin Ouga, vous voulez réagir par rapport à la position de Narcisse? Lorsqu'on agit, on commet toujours des erreurs. Et dans ce pays, ce n'est pas le premier régime que nous avons eu. Si nous voulons faire un peu l'histoire, monsieur Narcisse qui est bien outillé, si je lui demande de me faire l'histoire du régime précédent, on aura beaucoup de choses aussi gravissimes et très graves qu'il est en train de dénoncer aujourd'hui. Et lorsqu'on me parle du non-respect de la Constitution, c'est prévu par la Constitution elle-même. La Constitution, lorsqu'elle a été mise en place, et qu'on sait qu'elle est mise en place pour les humains, et pour que les humains n'en viennent pas à entraver, à ne pas respecter, il y a une institution qui est là, et qui est la Cour constitutionnelle, et qui a été prévue pour cela. Et dès lors que l'institution, chaque fois, joue son rôle, je crois que nous ne sommes plus en danger en tant que tel, puisque nous avons prévu cela, que si on ne mettait pas une institution pour que, de temps en temps, on a vu dans ce pays, la Cour constitutionnelle, je vais vous attirer votre attention sur un fait, la Cour constitutionnelle, qui a été saisie sur un aspect très sensible d'une sorte de violation de la Constitution. Mais vous avez vu la réponse que cette Cour-là avait donnée, que le chef de l'État aurait méconnu. Vous avez vu l'expression qu'on n'a pas dit qu'il a violé, méconnu. Et ça a été fait exprès. Pour dire que aujourd'hui, ceux qui sont là aussi, parfois méconnaissent. Parfois, on ne peut pas refuser qu'il n'y a pas eu des violations, des méconnaissances, ça. Mais on a une structure là qui relève toujours cela. Et dès lors que c'est fait, la normalité revient. Et malheureusement, c'est pour cela que si la révision de la Constitution pourrait nous permettre que la Cour constitutionnelle puisse avoir la possibilité de sanctionner parfois ces manquements-là, bon, ça aurait été, mais la Cour, dans notre Constitution, la Cour seulement dit et relève seulement les violations, les méconnaissances, puisque c'est elle-même qui a utilisé le mot. Et dès lors qu'elle l'a fait, la République continue. Et c'est comme ça. Donc on ne peut pas faire du catastrophisme et développer du catastrophisme comme le fait M. Narcisse, pensant que bon, non, il faut alerter à temps, sinon le lionceau, si on ne lui coupe pas la queue, il deviendra un gros lion et puis bon, ce serait bonjour les dégâts. Non, je crois que nous sommes encore
dans un État qui se construit avec ses hauts et ses bas. Il est vrai, c'est normal qu'il faut les bas, il ne faut pas s'en contenter, il faut en parler pour pouvoir les corriger. Et je suis d'accord, mais on ne peut pas dire, un Béninois ne peut pas dire que bon, c'est mauvais, tout est mauvais. Non. Moi, je ne suis pas dans ça. Tout est encore perfectible. Et de toutes les manières, tout ira de mieux en mieux. Et nous avons tous intérêt pour que, dès lors que nous avons choisi la démocratie, et chacun vient pour faire son temps, ce serait du gâchis que nous souhaitons que chaque fois qu'un gouvernement arrive, il ne réussisse pas. Donc notre intérêt, c'est de faire en sorte que ce gouvernement puisse bien nous conduire pour que d'autres qui viendront prendre le relais aussi puissent avoir un état des lieux satisfaisant qui contribue, qui concourt véritablement au développement de notre pays. Oui, voilà. Je respecte le pessimisme extrême de Narcisse Ressou, mais je ne voudrais pas croire aussi, je me refuse d'accepter le fait qu'on assimile ce voyage, cette visite au Vatican à de la confession d'un fidèle par rapport au prélat. Non, c'est la visite de deux chefs d'État, c'est la visite, à la limite, on peut l'étendre, d'un fidèle face à son supérieur religieux. Alors, revenons maintenant aux acquis. Dans le cas des autres visites, au lendemain de ces visites, on assiste à des accords, comme ce fut le cas hier pour la visite du chef de l'État en Suisse. Cette fois-ci, on n'a pas appris que le Vatican nous a accordé des dons, des prêts de plusieurs milliards. Alors, mais quels sont les acquis dans ce cas? Non, juste pour peut-être animer un peu la galerie, j'ai vu des titres, le président milliardaire chez le pape des pauvres. Donc, si le président milliardaire chez le pape des pauvres, alors pourquoi attendez-vous encore que ce soit le pauvre qui donne aux riches? C'est juste pour rire. Mais je crois que l'objectif de la visite, ce n'était pas une visite de coopération bilatérale comme on a souvent, comme ça sort souvent dans les discours. C'est une visite très précise sur un sujet très pertinent pour le Vatican. C'est le Vatican qui a invité le président béninois. Donc ce n'était pas pour l'aider dans une sorte de coopération. Le Vatican était préoccupé par des sujets donnés et le Vatican a invité le président béninois pour pouvoir en discuter. Et je crois que dans ce cadre, c'est aux deux, peut-être à l'issue de cette rencontre, d'imaginer peut-être comment faire d'autres rencontres de coopération pour voir dans quel domaine ou dans tel autre ils peuvent s'accompagner. Mais dans le cas d'espèces, le but visé de la rencontre n'était pas pour une coopération. En attendant les précisions du ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi au retour du chef de l'État. Parce que ça ne manque pas, mais cette fois-ci, on n'en a pas eu. Vous avez vu dès à présent au niveau de la Suisse que déjà c'est précisé. Donc s'il y en avait eu, on aurait déjà entendu parler de rien ne dit que le pape ne peut nous accorder pas des prêts, mais des dons. Qui sait? C'est bien possible, espérons. Oui, le pape n'est pas si pauvre que ça, M. Narcisse. Ne pensez pas que l'Église catholique n'est pas si pauvre que ça. L'Église ne peut pas être pauvre, le pape est le président d'un État très riche. Le Vatican est très riche. Et vous et moi, nous sommes pauvres, nous sommes chrétiens, nous sommes pauvres. Les fidèles sont pauvres. L'institution, Église, Rome, le Vatican, tout ça là, tout le monde sait. Vous êtes journaliste, vous savez. Mais il est vrai, la visite même était déjà une visite un peu spécifique. Et c'était sur l'invitation du pape pour des questions sensibles. Donc qui ont été abordées. C'était pas dans le sens, mais il faut savoir qu'il y a le nonce apostolique ici, donc il y a qui est représenté au Bénin et il y a des activités quand même qui se mènent sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, tout ça là. Mais je crois que il n'y a pas grand-chose à réchauffer encore sur ces aspects. C'est pour cela que nous n'avons pas assisté comme on a vu en Suisse. Et en Suisse, des accords et tout.
Il faut dire aussi même dans l'histoire du Vatican, je ne vois pas, je n'ai jamais vu, comme la Narcisse l'a très bien souligné aussi, et que après des visites, qu'on ait des accords tels qu'on a dans les autres pays un peu. Puisque, comment c'est un État et en même temps un État religieux, et puis on prêche beaucoup plus la charité, et puis on prêche beaucoup plus j'ai oublié le mot, on ne veut pas montrer qu'on est riche. La sobriété. On prêche la sobriété, on prêche il y a un thème que j'oublie là. Mais ce qui fait que on ne les voit pas tout le temps en train de sortir des milliards. Peut-être que ça peut se faire d'une autre manière. Sinon, ils ont toujours prêché la pauvreté. Ils prêchent la pauvreté, ils vivent la pauvreté. J'ai vu, surtout quand on parle de ce pape qui dirige, le pape François qui dirige aujourd'hui l'Église catholique, ce n'est pas un pape qui vit dans le luxe, qui aime le luxe. Et tout dernièrement a circulé sur les réseaux sociaux. Un véhicule de grand prix lui a été offert. Il a mis ça à la disposition des pauvres de vendre et mettre l'argent à la disposition des pauvres. Donc, c'est dans ce sens que nous devons aller, et je crois que cela, quand on dit mettre l'homme debout, c'est en cela que ça constitue aussi mettre un peu de sa fortune au service des plus pauvres. C'est cela l'espérance de l'Église, c'est ce que l'Église attend de ses fidèles, qu'il n'y ait pas de trop riches et de trop pauvres. Et c'est ça la grande désolation de nos sociétés aujourd'hui. Des hommes très très puissants, très très riches, et des citoyens très très minimisés dans leur pauvreté. Il faut reconnaître aussi que l'Église, comme on l'a dit, l'Église catholique ou le Vatican n'opère pas de la même manière que les autres États, mais l'Église aide les États à travers des ONG à forte dominante catholique, Caritas, CRS et autres, qui s'investissent davantage, ces ONG internationales qui s'investissent davantage, qui sont présentes même dans ce pays. Dans le Caritas, par exemple. Oui, CRS, Catholic Relief. Et il est arrivé une fois, selon l'histoire, enfin, que le pape est envoyé quand même dans la Caritas du Bénin, parce que c'est aussi des domaines de coopération. C'est ce que je dis. Oui, c'est à chaque État, je dirais, sa méthodologie, sa pédagogie. Et c'est la pédagogie, je dirais, du Vatican. Bien sûr que oui. Alors, ce débat, on va finir. On va faire votre mot de fin, Narcisse Ressou. Mot de fin. Je veux prendre l'expression du président Patrice Talon lui-même au Vatican, voir le pape mourir. Et je voudrais fondamentalement que cette visite puisse vraiment pour lui être un appel qui grandira le peuple béninois. Il a eu même, grâce d'une messe d'une trentaine de minutes avec le pape, qui aurait pu être consacré pour la paix au Bénin, la crise, pour ramener les esprits, ou comme le pape a souvent l'habitude de faire, dit je prends 1 heure pour une cause donnée dans le monde. Bon, c'est vrai que ça peut peut-être échappé à la délégation, mais voir le pape mourir, ce n'est pas que le pape est Dieu, mais l'appel que le pape pourrait lancer à son cœur, que cela soit ressenti dans le peuple béninois, que le citoyen soit mis debout avant toute chose, et que les autres puissent être considérés réellement comme des personnes qui ont des droits et qu'on ne pourrait pour aucune raison brimer d'une certaine manière. Et que cette visite aussi dissipe quelque peu le pessimisme extrême de Narcisse. Pas de Narcisse, mais de l'opposition revancharde aussi qu'on assiste. Justement, merci pour cette oui, je prends. liaison-là. Je fais mienne. Non, mais je l'étends à tout le monde. Je l'étends à tout le peuple. Oui, moi je crois que je l'étends à nous. Oui. Je crois que c'est une visite d'ailleurs qui doit montrer que ce que nous observons comme étant catastrophique, comme étant mauvais, comme étant le diable incarné n'est pas tant que ça. Si le chef de l'État a accepté d'aller au Vatican, c'est parce qu'il se reconnaît aussi, et quelque part, comme un croyant. Et il a montré là-bas, on l'a vu, et le pape était très à l'aise.
on n'a pas vu le pape être gêné en compagnie de notre chef de l'État. Le pape était très à l'aise. On a vu des séquences où ça se parlait, ça riait et tout. Et quand il a offert la recade au pape, on a vu les petits mots qui se sont dits et tout. Donc, je crois que ce que nous cherchons, ce que nous craignons et que nous cherchons à diaboliser n'est pas, c'est à nous-mêmes de savoir que c'est nous qui avons élu le chef de l'État. S'il doit être humain, ça va dépendre de nous. Si nous voulons qu'il devienne un diable, ça dépendra de nous. Mais moi, je crois que c'est un être humain qui est digne de notre pays parce que c'est nous-mêmes qui l'avons élu et nous avons tout intérêt à croire en son humanité et espérer qu'il nous conduise très bien pour que les craintes légitimes de M. Narcisse s'estompent et que tout le monde soit considéré en tant que Béninois selon la loi et dans ses droits dans le pays pour le bonheur de nous tous. Oui, Narcisse ne me dirait pas le contraire. Il est un adage à forte dominante, je dirais, pas catholique mais chrétienne, qui dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais sa conversion. Mais sa conversion. Mais c'est tout le contraire. C'est au contraire qu'on assiste dans l'arcane et dans l'arène politique. C'était le débat à faire croiser avec Narcisse Ressou, le rédacteur en chef du quotidien Palmarès, et Zéphirin Aouga, activiste sur les réseaux sociaux. À suivre dans Matin d'Éden, la sélection d'Éden et la chansonnette juste derrière, la revue internationale et les clés du monde avec James William Baguidi. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Minuma magbo mafialo makalon kwendo jibo seme ube ikenumi puno wa muli klaro kukonu kawea minuma magbo noche gbegbo beda fumbo sunelo no e okoro kwetonjo mimo alagbegbe toho ne kalunondo mime Beto, 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 ne elunondo mime. Beto, beto, beto. Ye kaku bitonti. Ye tone we. Elunondo mime. Beto, beto, beto. Ye kaku bitonti. Ye tone we. Usana we alunde me we. Bele ike. Minu mama gon mafialo. Maro we doji bo se me ube itenumi. Don't put it in me, boy.
C'était Alec Raoult. Là n'est pas la sélection d'Eden, rassurez-vous, c'est l'avant-goût de la sélection d'Eden. Et ce morceau de Alec Raoult était sélectionné, je crois, la semaine écoulée. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour Loris Freddy d'abord, bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. C'était le morceau en sélection le vendredi dernier, oui, sur l'émission. Sur lequel on devait revenir, bien évidemment. Vous le savez bien. Vous avez oui, pour vous consacrer davantage de temps à ce vous avez beaucoup commenté, que vous auriez aimé qu'on programme tous les jours. Non, pas tous les jours. Dans la sélection d'Eden. Pas ce morceau forcément, mais au moins du Alec Raoult. Mais l'artiste, voilà. Mais au moins du Alec Raoult tous les mois. Tous les jours. Non, pas tous les jours, mais tous les mois. Pourquoi pas? Ah, d'accord. Pourquoi pas? Du Alec Raoult tous les mois. Du Béziers tous les mois. D'accord. Anis Pépé tous les mois. Pourquoi pas? D'accord. D'accord. Ben, c'est entendu. et c'est bientôt la fête des mères. Anis Pépé, je vous le souffle, oui, a fait un morceau formidable pour les mamans. Je dirais le meilleur morceau. Enfin, pour moi. À votre sens, oui, le meilleur. Il faut suivre le message véhiculé pour comprendre que tout y est. Tout est dit. D'accord. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le sujet. Non, bien sûr. C'est pas le sujet du jour non plus. La sélection d'Eden pour vous, chers amis, ce matin, c'est pour vous proposer une vidéo d'un artiste béninois. Il porte un nom qui porte souvent, j'ai presque envie de dire, qui prête à des interprétations. Et c'est vrai que... Bonne ou mauvaise? Non, bonne. Alors, et donc on se demande souvent si c'est vraiment son nom. Ben bon, à savoir, c'est vraiment son nom, à l'état civil en tout cas. Alors, le prénom, il est un peu coupé, mais le nom, c'est bien son nom à l'état civil. Il est concepteur d'un mouvement qui fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années maintenant. Tous les artistes au Bénin sont presque des concepteurs d'un mouvement. Oui, laissez-moi développer, je pense que vous vous y retrouverez très facilement. Artiste évidemment, arrangeur, producteur si vous le voulez. Polyvalent. Oui, polyvalent, très polyvalent d'ailleurs. Et donc je parlais de ce concept-là qui a été adopté quand même par beaucoup d'artistes de la jeune génération. Et depuis je vous souffle pêle-mêle les concepts. Depuis peu. Évidemment, mais je parle quand vous voyez le profil que je suis en train de dresser, je pense que déjà le Soyo, on peut l'écarter. Ça doit être du Nujiou. Du Nujiou, si vous le voulez. Avec Willy Mignon. Plus récemment, je le sais, arrangeur. Arrangeur, voilà. Oui. Il a retravaillé un peu la chose. Parce que comme il le dit, c'est toujours le prolongement de ce premier mouvement, le Nujiou, justement. C'est le prolongement, mais il a juste essayé donc d'apporter... donc c'est pas Willy Mignon. On va dire. Mais bien sûr que c'est Willy Mignon. Ah d'accord. Ça veut dire que vous êtes un peu étourdi finalement ce matin aussi. Vous avez dit le prolongement, si c'est le prolongement de Nujiou. Oui. Ça veut dire qu'on aura désormais autre tendance. Oui, il y a un nouveau mouvement. Il y a un nouveau concept en fait. Ah, il y a un nouveau concept depuis l'année dernière déjà. Qu'il a commencé donc à développer ce nouveau concept-là. Ah, ben dis donc. Mais bien sûr, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau. Je pense qu'on a eu à écouter d'ailleurs quelques morceaux en exclusivité sur Matin d'Eden, sur la Musicale Info, évidemment aussi sur Diaspora FM. Et il a un nouveau clip, d'accord, qui présente un peu ce nouveau concept-là. Et le concept qui n'est rien d'autre qu'une manière de revisiter un rythme de chez nous, que vous connaissez peut-être. Ou peut-être pas. Mais lâchez les morceaux. Et il a gardé le nom de ce rythme-là, justement, pour le concept. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à changer. C'est un rythme qui existe. Et donc, il a pris ce rythme-là, qu'il a retravaillé un peu, évidemment. Il a ajouté quelques sonorités urbaines. On attend demain. Oui. On attend demain pour la prendre. Pourquoi vous êtes patient? Un peu de patience. Bon. Un peu de patience. Calmos. Continue à dérouler. Donc il a pris le nom tout simplement qu'il a donné donc à ce nouveau concept-là. Prolongement du Nujiou, c'est très important de le préciser. Évidemment, il a ajouté donc quelques sonorités urbaines pour mettre la chose, on va dire, au goût du jour. Et il a ajouté aussi un petit qualificatif à son nom de scène. Devinez lequel? Évidemment, pas de Willy Mignon. Devinez ce qu'il a ajouté. Ça ne vient pas. C'est lié au Bénin. C'est lié au Bénin. 229? Non. C'est lié à sa nationalité. Nationalité béninoise? Mais voilà, donc Béninoiserie? Willy Mignon, le béninois. Mais voilà. Qu'est-ce que ça dit?
qui revendique sa nationalité. Parce que c'est vrai aussi que récemment, il a fait une tournée dans la sous-région et tout. Et d'aucuns qui ont voulu, qu'il soit, on va dire quoi, ivoirien. D'aucuns qui ont pensé en fait, qu'il était ivoirien. Et donc, je pense qu'il a... Non, ça, c'est une malhonnêteté étrangère. Je vous l'ai dit, que tout ce qui marche au fait... Tout ce qui marche au Bénin, on n'est pas béninois. On veut que ça vienne d'ailleurs. Les Sud-Africains ou certains Nigériens pensent que des artistes comme Sukano, comme Fadiko et autres... De même nationalité Angélique Kidjo, parce que justement, Angélique Kidjo serait trop beau et bien réussi. Et bien fait le départ du Bénin. Donc il a senti quand même ce besoin-là de revendiquer sa... Je pense que là, plus personne ne pose de questions. Le nom d'artiste à l'écran. Tout est clair. Willy Billon, le Béninois. Voilà. Donc Willy Billon, le Béninois, nouveau clip à mettre à son actif, chers amis, qui présente justement ce nouveau concept-là. Je pense qu'on en a parlé déjà plusieurs fois avec Tranquille Aka, je notais sur ce plateau. Également sur la Musicale Info, on l'a reçu une ou deux fois récemment. Voici Yo-Yo. Et vous verrez d'ailleurs que c'est un monsieur qui a plusieurs cordes à son arc. On le sait chanteur. En fond, c'est du neuf. Neuf tout simplement, pour dire justement que c'est un nouveau concept. Et vous savez qu'il est chanteur, arrangeur, producteur et tout. Est-ce que vous saviez aussi qu'il rappait? Ah non, ça non. Découvrons tout ça ensemble. En son et en image. Ça, je vais l'apprendre derrière. Willy Billon, le Béninois. Je connais les rappeurs béninois. Ouais. Mais je n'y classe pas. Le meilleur c'est le talent. Mon peuple se perd, meurt, périt, faute de connaissance. Y'a ton oubli, ouais, dis-moi, y'a ma kawa de mes potes, on est bonheur. À mon cadeau, nous n'oublions, non, des film, nous dit grand bébé. Tout tout rabadien, d'akim, bona, mon team, fait le mal fort. Sur le team, ben fort, oui, y'a 100 $, on fait, mora, ouais. Yo, yo, n'oublie, yo, yo. Yo, 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 yo.
Ben voilà, c'était du nouveau, du yo-yo, le nouveau concept, hein, le Kosso en fait qu'il nous présentait ainsi, Willy Mignon, à travers cette nouvelle vidéo que vous avez pu suivre. Oui, Loris Freddy d'abord. Oui, et j'ai noté une légère note d'une tendance nigériane plus pratiquée par Flavor. Même l'accoutrement, l'habillement, le style, le code vestimentaire. Oui, je pense qu'il a bien fait d'ajouter le béninois. Oui. Je pense qu'il a bien fait d'ajouter le béninois à son nom. Sinon, ce clip proposé à des Nigériens ou bien diffusé sur une certaine chaîne nigériane, on se croirait facilement dans une zone Oyo ou dans une zone Ibo. Il a parlé comme un Yoruba, voilà, dans le morceau. C'est le choix d'ajouter béninois. Oui. Je crois que c'est bien à propos. Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, on sait que le Nigeria et le Bénin, voilà, il y a des similitudes il faut reconnaître dans la culture. Qu'il a bien réussi dans le message du bon. Oui, le bon, justement, qui est mis en avant. Et le Kosso, justement, quand il vous en parle, vous comprenez que c'est un rythme qui est très lié en fait avec le bon. C'est juste dans la manière en fait de jouer les instruments que les choses diffèrent un peu. En tout cas, il a eu le temps de nous faire l'exposer entre-temps sur la Musical Info. C'est ce qu'il propose de nouveau aux fans de sa musique. Retenez bien le nouveau concept, c'est le Kosso. Il y a plusieurs morceaux d'ailleurs qui ont été faits dans ce rythme-là. Et quand vous entendez un peu le morceau, il revient sur un certain nombre de faits, voilà. Et je le disais, on le voit aussi rapper. Et ça, c'est nouveau. C'est du yo-yo. C'est du yo-yo, tout simplement. Il a dit. C'est voilà. du yo-yo. Donc, c'est un clip qui ne propose que du yo-yo. Que du yo-yo, voilà. Oui, du yo-yo. Quelque chose de différent, en tout cas, par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là avec Willy Mignon. Du yo-yo dans la rythmique, du yo-yo dans les messages. Dans les messages, du yo-yo aussi dans la... Alors, Ahmed Arikba. Un peu pour dire que de l'inspiration, il en a. Oui. Je constate que de la Musical Info à la sélection d'Eden, on a tendance à croire que vous changez de casquette. C'est à croire que vous nous proposez un Ahmed Arikba, je sais pas, trop sérieux ici, trop sérieux, mignon, qui ne propose que ce qu'on veut entendre. C'est vrai que sur la Musical Info, ça déconne un peu de temps à autre. Pour ceux qui suivent la Musical Info sur la 102.3. On n'était pas au courant. Oui, ça déconne, ça déballe, ça dit même ce qu'il ne faille pas dire parfois. Je ne vous ai rien dit encore. Alors, mais ici, il y a un exercice que les animateurs béninois aiment bien faire. C'est d'appliquer la lecture people à rien qu'aux artistes internationaux. Mais jamais aux artistes béninois. On veut entendre par exemple dans la présentation de Willy Mignon que Willy Mignon est vraiment proche d'une certaine dossier ou non. On veut apprendre les détails du genre. Parce que c'est vous, animateurs béninois, qui nourrissez davantage la polémique. Parce que vous ne lâchez pas la vérité. Sur les chaînes internationales, sur par exemple, sur une chaîne, voilà. D'accord. Ben oui, lâchez les morceaux. C'est aussi cela l'artiste. Sa vie. Enfin, c'est pas ça, pas tous les détails forcément de sa vie privée. Mais je sais pas, quel resto il fréquente, pourquoi il aime aborder telle couleur tel lieu ou autre. Non, je comprends que Loris Freddy d'abord en fait a envie d'avoir une information. Et je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de m'attraper tout à l'heure dans les couloirs et de me demander ce que vous voulez. Vous confirmez parce que non. Parce que tant à donner des infos sur les artistes. Mais c'est cela. On le fait. Non, mais on le fait. Mais c'est cela, la vie people. Qu'ils vous souviennent. Je ne sais pas si vous étiez en plateau ce jour-là quand, par exemple, il y a eu cette affaire d'agression. Quel artiste veut se marier? Quel est le coût? Quel est le budget du... Je pense qu'on en a parlé ici. Quand Richard Flash s'est marié, on en a parlé. Mais c'est quand on continue à le dire. Mais continue à le dire. Pas seulement sur le chapitre mariage. Non, mais non. Si vous voulez une information particulière, que fait-il par exemple? Rapprochez-vous de moi dans les couloirs. Au-delà de la musique, que fait-il? Que fait-il de ces heures creuses? Alors, ce sont des infos qu'on veut avoir. Ça, il faut suivre la Musical Info pour l'avoir. Ou le Culture Mag. Ah mais non, sur la sélection d'Eden aussi. Non. Ben si. Non. C'est pas dans le synopsis. Ah oui, d'accord. On va modifier ça sans même passer au Parlement. On pourra modifier ce synopsis.
et prendre, on va modifier et prendre l'arrêté portant modification du synopsis de la sélection d'Éden. Pour pouvoir y inclure. Non, il n'y a pas de souci. Attrapez-moi tout à l'heure dans le couloir, je vous donne l'information. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui en ai besoin, forcément. Les auditeurs aussi en ont besoin, les téléspectateurs en ont besoin. C'est ça. Mais c'est cela. Ça. Alors, en ITNT, on retient quoi? En ITNT, on va aller au Cameroun. D'accord? On va aller au Cameroun et on salue d'ailleurs toute la communauté camerounaise qui nous suit en ce moment ici au Bénin ou au-delà des frontières béninoises. On va retrouver un monsieur qui nous demande de nous lever et de nous tenir debout et d'aller combattre la pauvreté. Et vous verrez d'ailleurs, si tout va bien, la pauvreté, vous la verrez dans le clip en fait. Vous le verrez, lui, l'artiste, en plein combat avec la pauvreté. Sur un ring, justement, avec le noblard, c'est comme ça vous l'appelez ou pas? Oui. La boxe. Donc il y a de la boxe, il y a l'artiste qui est en plein combat. Je ne veux pas jouer au décryptage géopolitique. Oui. Je ne veux pas faire l'exercice de James à sa place. À sa place? Je vous dirai quelle est l'ampleur de la pauvreté dans un certain état. Ce que présente le niveau de dégradation des routes dans certaines contrées de Cameroun et autres. Vous savez, il y a plusieurs chaînes camerounaises sur satellite que nous suivons. Bien sûr. Et quand on suit certaines réalités, on se dit, on est peut-être heureux. N'est-ce pas? Oui. Même si on est le Bénin et que le Nigeria juste à côté est la plus grande puissance économique sur le continent. Oui. Et que nous, on est juste à côté. On n'a pas le même capital du pétrole au niveau du sous-sol qu'au niveau du sous-sol. Même si entre-temps on a repéré un tube de pétrole quelque part. Non, on n'a rien repéré. On n'a rien repéré. Alors, en ITNT, on sera au Cameroun. Donc je disais, on sera au Cameroun. On va retrouver Mister Léo, en fait. Mister Léo, le titre, c'est « On ne se connaît pas ». Il dit, en fait, à la pauvreté qu'ils ne se connaissent pas. En fait, lui, il ne connaît pas la pauvreté. Alors, elle a intérêt à vite dégager. Et d'ailleurs, on a vu c'est formidable ce qui se passe sur le continent africain. Il y a eu un vrai combat de boxe. C'est formidable ce qui se passe sur le continent africain. Il y a des pays où le président peut faire 6 mois à l'extérieur. Oui. Et quand il vient dans son pays, on l'accueille comme si c'est en visite d'État. Ben oui, ça fait penser justement, je pense, au pays dans lequel on ira en fin d'émission. En tout cas, moi j'ai rien dit encore. Mais voilà. Alors, on va accueillir après vous, Ahmed Arepa, James William Baguidi pour les clés du monde. Ce sera, je ne sais pas s'il nous conduira au Cameroun aussi, lui, je ne sais pas. Reste à voir. Donc c'est de Cameroun que vous parliez tout à l'heure. En tout cas, moi j'ai fini et j'ai fermé ce registre, j'ai fermé ce chapitre. Peut-être que quand James sera là, on va lui poser la question. On va lui poser la question. Il s'occupe de département. Département inter sur Diaspora FM que sur Eden TV. Donc il nous dira si c'est au Cameroun que les citoyens doivent attendre 4 à 5 mois pour accueillir le président. Non mais il faut savoir que parfois l'exercice de la fonction du président de la République demande à ce des visites, à ce qu'on passe du temps à l'extérieur pour voir les réalités de l'ailleurs. Soit donc pour mobiliser aussi des ressources. Des ressources aussi, voilà. Des partenariats, il y a beaucoup d'implications en fait. Il y a certaines choses que vous ne maîtrisez pas vous. Et c'est vrai aussi que des visites de chefs d'État peuvent durer 5 mois. Ça dépend. Ben oui, ça dépend. En négociation. Ça dépend des coulisses de ces visites. Bien sûr, bien sûr. Et ça dépend du moyen exploité, le moyen de déplacement. C'est vrai aussi. Ça dépend du moyen. C'est vrai aussi. Mais je dirais. C'est un gain colossal pour ces hôtels des pays étrangers qui accueillent quand même de nos chefs d'État pour 3, 4 et même... L'autre information que vous n'avez peut-être pas et que James a sûrement, c'est que ces chefs d'État justement africains, la plupart disposent de complexes hôteliers sur le continent européen et pas que. Du coup, quand ils y sont, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Oui, ils sont chez eux. Alors, ils ont des palaces. Mieux ailleurs que chez eux. Que le vrai chez eux. Ben oui, c'est... Accueillons James. Fermons cette parenthèse. Je pense que c'est mieux. Alors, James, bonjour.
Bonjour Loris Freddy Davo, bonjour Ahmed et bonjour à tous les amis. En fait, on faisait les clés du monde, enfin, on faisait les prémices des clés du monde. Non, on faisait une bonne salade en fait. On faisait une bonne salade en fait. On faisait les prémices compris. Des clés du monde. On aurait voulu vous inviter au Cameroun, je ne sais pas, comme dans beaucoup d'autres pays, mais vous invitez plutôt au Rwanda. Visite de Paul Kagame en France, c'est plutôt ce qu'a choisi James William Bagidi. Le Cameroun ne l'intéresse pas. Enfin, ce matin, il pourra y revenir plus tard. Qui sait, n'est-ce pas, James? Bien entendu. Surtout que le président Biya sera bientôt en visite officielle au Cameroun. Et voilà qui en rajoute. Non mais c'est pas nouveau, c'est une vieille actualité. Et tout le monde connaît l'hôtel fétiche qui abrite le PR, le président camerounais, je crois, dans son compte État. Oui, il vit en Suisse, tout le monde le sait. Alors on ouvre les clés du monde maintenant. Et oui, bienvenue dans la dernière rubrique, bien évidemment, pour le compte de Matin d'Éden ce jour. C'est bien les clés du monde. Et cette rubrique s'intéresse à la visite de Paul Kagame en France, le président rwandais. Alors, la réconciliation franco-rwandaise en marche, c'est une interrogation. Ainsi s'interroge James William Bagidi ce matin. Le président rwandais en visite officielle à Paris, c'est le genre d'événement auquel pas grand monde n'aurait cru il y a seulement quelques mois. Le passif historique entre les deux pays ne serait donc plus un sujet tabou, d'autant plus que le pays de Paul Kagame envisagerait un retour en force au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais rien ne dit qu'une simple visite serait capable d'effacer des rancœurs qui datent de plusieurs décennies. Alors, James, renouons maintenant avec les questions. Nous sommes tant au Rwanda qu'en France. Alors, on sait à quel point les relations franco-rwandaises, on l'a dit, se sont détériorées depuis la fin du génocide rwandais qui a vu la mort de Juvenal Habyarimana et qui a vu le déclenchement de milliers, de la mort, bien évidemment, de milliers de Rwandais à travers le génocide. Alors, pouvez-vous nous rappeler quelques-uns des points d'achoppement, James? Merci, Loris Freddy Davo. Les points d'achoppement entre le Rwanda et la France ces dernières années n'ont pas manqué. Ils remontent d'abord, vous l'avez déjà dit, au génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Cet événement qui s'est déroulé à partir du 7 avril 1994 jusqu'en début juin de cette année-là va coûter la vie à environ 800 000 personnes. C'est-à-dire que, comme on l'a déjà entendu dire sans doute quelque part, c'est le génocide le plus rapide de l'histoire de l'humanité. 800 000 personnes, sinon même plus, ont été massacrées en quelques 3 mois seulement. Ce génocide fait partie des éléments principaux du passif entre la France et le Rwanda, pour la simple raison que, au moment où le génocide allait se déclencher, était au pouvoir un régime, celui de Juvenal Habyarimana, qui avait une dent contre les Tutsis à travers tout le pays, et il y avait donc des préparatifs de génocide qui étaient plus ou moins connus. Et la France, qui est un pays qui dispose de services de renseignement de très bonne qualité, ne pouvait pas, selon ce que pense le président rwandais aujourd'hui, ne pouvait pas ne pas savoir que se préparait un génocide d'une telle ampleur. Or, à cette époque,
la France était contre l'arrivée au pouvoir du Front patriotique rwandais qui était dirigé par Paul Kagame, qui était un groupe, donc une rébellion armée qui donc était dans cette opposition et que le gouvernement français aidait le régime de Juvenal Habyarimana à contenir. Et donc, c'est une façon de dire pour les Rwandais aujourd'hui que la France était un soutien du régime génocidaire. Ça, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas caché. La France était un soutien du régime génocidaire. La France a formé les militaires rwandais pendant des années. Maintenant, la question qui se pose était de savoir si la France savait qu'il y aurait génocide et qu'en dépit de cela, elle continuait de former les militaires rwandais. Si la France savait qu'il y aurait génocide et qu'en dépit de cela, elle fournissait de l'armement aux militaires rwandais. Si elle savait que le génocide aurait lieu et qu'elle fournissait de l'argent au régime en place, le régime de Juvenal Habyarimana. Donc le génocide est l'un des principaux points d'achoppement entre les deux États. Mais ce point d'achoppement n'est pas le seul. Pendant le génocide, l'armée française s'est déployée à certains moments, en tout cas à certains endroits, et les membres du Front patriotique rwandais, cette armée que Paul Kagame conduisait, estiment que l'armée française a prêté main forte aux génocidaires, notamment en luttant contre eux. Eux qui étaient donc ces mouvements de rébellion que la France ne voulait, il faut le reconnaître, pas voir venir au pouvoir, puisqu'on était dans une période où le précaré français devait être maintenu à tout prix, quelles que puissent en être donc les conséquences sur le continent africain. À la fin du génocide également, il s'est produit que la France a déployé une nouvelle opération qu'il appelait le nom m'échappe là, mais en tout cas, la France a déployé une opération à la fin du génocide qui devait permettre d'exfiltrer les Français au moment où il était désormais clair que le régime de Juvenal Habyarimana lui-même tué tout au début du génocide, mais que le régime, en tout cas ce qui se maintenait vaille que vaille au pouvoir, allait tomber face aux armées de Paul Kagame. En ce moment-là, donc, l'opération turquoise, c'est le nom, l'opération turquoise déployée par la France était censée exfiltrer les Français qui étaient restés sur place, qui étaient considérés donc comme des complices des génocidaires et qui risquaient de connaître des représailles de la part de l'armée patriotique rwandaise. Et cette opération a permis à des milliers de génocidaires, ceux qu'on appelait les interamoués, de s'enfuir, de se réfugier, notamment au Congo voisin, pour d'autres même de prendre l'avion aux côtés des Français exfiltrés pour se retrouver en France. On a parlé il y a quelques semaines encore du procès de deux anciens bourgmestres qui étaient impliqués, semble-t-il, dans le génocide au Rwanda. Et donc, tout cela fait partie des éléments que le Rwanda reproche à la France. Mais cela ne s'arrête toujours pas là, Laurence Freddy Davo. Il y a eu également, de la part de la France, un certain nombre d'actions qui ont déplu fortement au président Paul Kagame, au président rwandais. Il s'agit notamment de l'enquête sur la mort du président Juvenal Habyarimana. On se souvient que ce 6 avril 1994, l'avion du président Kagame, du président Habyarimana revenait donc avec à son bord le président burundais et le président donc rwandais. Ntayamina, quelque chose comme ça, qui devait atterrir à l'aéroport de Kigali quand des roquettes ont été tirées depuis une colline supplément l'aéroport et ce sont ces roquettes-là qui ont fait exploser l'avion et causé la mort du président. Le génocide s'est déclenché dès le lendemain 7 avril et les enquêtes ouvertes par la France tendent à montrer, en tout cas, vont dans le sens que l'attentat contre le président Juvenal Habyarimana est l'élément déclencheur du génocide, ce qui serait un premier élément, mais non seulement serait l'élément déclencheur du génocide, mais aurait été commis par les forces de Paul Kagame, c'est-à-dire les forces du Front patriotique rwandais, qui également se trouvait dans les alentours, selon les informations que Jean-Louis Bruguet, juge français,
a pu recueillir. Donc, naturellement, le Rwanda n'épouse pas du tout ces points de vue, et les enquêtes diligentées par le gouvernement, par la justice française pour éclairer la lanterne de tout un chacun sur la mort du journal Habyarimana sont de nature à déplaire très très fortement au gouvernement rwandais. Il faut ajouter à cela qu'aujourd'hui le Rwanda a une image assez couronnée dans les relations internationales, c'est l'image d'un État dictatorial, même si le Rwanda se développe bien, même si le Rwanda est un pays bien éclairé, bien connecté à Internet, est un pays plutôt propre. Vous avez souvent entendu le président Talon citer le Rwanda en exemple. Il n'est pas le seul sur le continent africain à prendre le Rwanda comme exemple. Et donc, malgré cette image de pays propre, de pays correct, il faut noter que le Rwanda est aujourd'hui vit sous la coupe réglée de Paul Kagame. Et cela, les médias français ne font pas ne prennent pas de gants pour le dire. Et bien sûr, le régime rwandais estime que c'est parce que le gouvernement français leur a demandé de faire cela. La France peut également à son tour reprocher au Rwanda d'avoir supprimé l'enseignement de la langue française dans le pays. Paul Kagame, qui était parfaitement bilingue, en tout cas qui l'est toujours certainement, parce qu'on n'oublie pas facilement une langue qu'on parle par le passé, ne parle plus un mot du français, il ne s'exprime plus du tout en français. Et je me demande bien si, avec le président Macron, au cours de leurs échanges, il s'exprimera en français, si éventuellement il y a une conférence de presse à l'issue de leurs échanges, s'il va s'exprimer en français ou bien s'il va s'exprimer en anglais, et laisser les traducteurs faire leur travail. Donc voilà un peu les éléments sur lesquels les deux États sont en bisbille à l'heure actuelle, et ce n'est même pas tout. Alors, James, mais malgré tout ceci, tout ce que vous venez d'évoquer, James, le président Macron a pourtant invité son homologue qui a accepté, cette visite. Pourquoi? Voilà, le président Macron effectivement a invité le président Kagame à une visite, a effectué une visite officielle en France. Ce choix. Et le Rwandais n'a pas décliné l'offre? Non, il n'a pas décliné l'offre. Il aurait pu le faire parce que justement, il y a quelques mois seulement, la justice française a encore lancé des accusations contre des autorités rwandaises, ce qui n'a pas du tout plu à Paul Kagame. Mais il a accepté l'invitation et sans doute évoquera-t-il avec le président Macron les éléments qui, selon lui, fâchent entre les deux États. Si le président Macron a d'abord invité le président rwandais, c'est parce que le président Emmanuel Macron a une politique dans les relations internationales de ce qu'on appelle la realpolitik. Il est d'un réalisme froid. Il reçoit indistinctement au palais de l'Élysée des chefs d'État parmi ceux que l'on considère comme n'étant pas vraiment très fréquentables. Il ne prend pas de gants. S'il ne les reçoit pas, il leur rend visite. On l'a vu recevoir Vladimir Poutine avec tous les honneurs, en dépit de tout ce que l'on peut reprocher à Vladimir Poutine. On l'a vu se rendre en Arabie Saoudite au moment où le prince Ben Salman retenait, je dis bien retenait entre guillemets en otage, le Premier ministre libanais Saad Hariri, et il a même réussi à obtenir la libération de ce dernier. On l'a vu également avoir des échanges avec plusieurs autres chefs d'État. On sait très bien quel est le relationnel particulier qu'il entretient avec le président Donald Trump, qui est un iconoclaste dans les relations internationales. Et donc, ce n'est pas pour lui un problème en tant que tel, parce que Emmanuel Macron, me semble-t-il, ne se pose pas comme son prédécesseur François Hollande en donneur de leçons, en dispensateur de règles de démocratie par-ci, par-là. Et donc, il rentre dans une logique de realpolitik. Il prend ce qui lui tombe sous la main. En tout cas, il n'irait peut-être pas jusqu'à rendre visite à Bachar al-Assad ou à d'autres chefs d'État que l'on considère comme n'étant pas fréquentables à l'heure actuelle. Mais Emmanuel Macron, main dans le cambouis, il ne prend pas trop de gants face à certaines
question et c'est aussi une façon pour lui de tirer parti de ces échanges-là qu'il a avec ces chefs d'État qui sont décriés. De l'autre côté, bien sûr, le Rwanda a accepté cette invitation. Le président Paul Kagame, il gagne certainement et sans doute un peu de, je parlerai de crédibilité, parce qu'au plan international, il fait partie de ces chefs d'État qui aujourd'hui, bien entendu, sur le continent africain, ont une très large popularité, mais de l'autre côté également, aller en France après les relations très tendues qui ont été entretenues entre les différents chefs d'État, entre les deux pays, c'est aussi une façon pour le Rwanda de tirer parti de cette relation qui, jusque-là, n'est pas encore totalement rétablie, même si cette visite donne à espérer. Alors, James, peut-on, selon vous, assimiler cette visite à un symbole d'une victoire, d'une certaine victoire de la politique de fermeté du Rwanda? Pas tout à fait. C'est vrai qu'on a vu un Paul Kagame opiniâtre qui est resté droit dans ses bottes, même quand la France n'était pas du tout d'accord avec lui. Il est resté tellement droit dans ses bottes qu'il a supprimé la langue française de l'enseignement au Rwanda. Et cela n'a pas empêché le président Macron de le faire venir, de l'inviter à venir à Paris. Ils se sont déjà entretenus à plusieurs reprises à l'occasion d'autres sommets où ils se sont rencontrés, ou bien même par téléphone. Et aujourd'hui, effectivement, la politique rwandaise semble payer. C'est une petite victoire, mais ce n'est pas pour autant que, parce que le président français l'aurait reçu, lui, la justice française va arrêter les enquêtes qui sont en cours sur les affaires, notamment sur la mort du président Juvenal Habyarimana. Donc, c'est une victoire, mais pas une victoire complète. Alors, James, peut-on raisonnablement envisager l'élection du ministre, je dirais, rwandais, des Affaires étrangères du Rwanda à la tête de l'OIF? Vous parlez certainement de Louise Mushikiwabo, qui aujourd'hui est candidate, non pas encore déclarée. Peut-être la visite de Paul Kagame va-t-elle mettre les choses au clair. Louise Mushikiwabo, numéro 2 presque du régime du Rwanda, se pose en successeur voulu par l'Afrique, voulu aussi par le président Macron de l'actuel secrétaire général Michaël Jean. Et effectivement, on peut l'envisager parce que d'un certain point de vue, le continent africain veut que ce soit un de ces candidats qui emporte la mise. Or, par le passé, le continent africain a connu des élections au cours desquelles il y a eu plusieurs candidats africains. Et cette fois-ci, l'Africain veut s'entendre autour d'un candidat unique. Le président rwandais est l'actuel président de l'Union africaine. Il peut faire passer la pilule par là pour que les Africains se réunissent, en tout cas les pays membres de l'OIF africain se réunissent autour de son candidat. C'est, semble-t-il, ce qui est en train de se mettre en place. Et puis, de l'autre côté, Michaël Jean n'a pas les faveurs de Emmanuel Macron. Je ne sais pas trop ce qu'il lui reproche. En tout cas, on sait un peu ce qu'il lui reproche, mais je ne sais pas pourquoi Emmanuel Macron a autant je vais dire, d'animosité, pour être un peu sévère avec lui, envers Michaël Jean. Il faut simplement noter que c'est aussi une façon pour le président français d'accélérer la réconciliation entre la France et le Rwanda. Mais il faut également rappeler que la France, le français, qui est la langue de partage, n'est plus parlé au Rwanda dans l'administration. Ce n'est pas que le français est devenu une deuxième langue, non. L'enseignement du français a été supprimé. Et c'est peut-être aussi une opportunité pour le président français de faire revenir le français dans l'enseignement. C'est une possibilité si jamais le Rwanda prend la tête de l'OIF. Il me paraîtrait quand même assez incompréhensible que le français ne soit pas de nouveau enseigné dans les écoles. Cela ne refroidirait pas quelque peu la relation entre le Rwanda et les autres pays du Commonwealth? Pas du tout, pas du tout. Le Rwanda était membre du Commonwealth, bien entendu, et était également membre de l'OIF. Ça ne fait pas un problème, il n'y a pas une concurrence. Il n'y a pas un conflit? Non, il n'y a pas de conflit en soi. Non, il n'y a pas de conflit en soi, surtout que le Rwanda, s'il prend la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, aura une place de choix, bien entendu, au sein de la francophonie, et cela ne pourrait que l'avantager, même aux yeux des pays membres du Commonwealth, qui lui vaudrait un respect beaucoup plus important. Alors, si le Rwanda s'en tire à bon compte, que gagne la France à accepter sur son sol un président
de pays anglophones en griffe. Bon, non, on ne disait pas que c'est un pays anglophone. Le Rwanda a été très longtemps un pays francophone, déjà colonisé par l'Allemagne, récupéré par la Belgique entre 1916 et de 1960, à date de l'indépendance. Et puis ensuite, sous le giron de la France dans le cadre de la guerre froide jusqu'à la fin des années 90, passé toujours sous le giron maintenant pas vraiment de l'Angleterre, mais en tout cas sous le giron anglophone. Après le génocide et après la rupture des relations diplomatiques sous le président Sarkozy, il faut le noter, entre la France et le Rwanda. La France obtient la réconciliation, c'est important. La France obtient un nouvel allié et la France devient, en tout cas, non seulement redevient l'ami d'un pays qui aujourd'hui dans les relations interafricaines est un pays qui compte énormément. La France a certainement besoin de son soutien pour influencer les rapports entre elle et certains États africains. On verra bien comment cela se développe dans les semaines et les mois à venir. On attend l'après-visite pour pouvoir faire d'autres lectures, James. Merci. C'est moi. Du sport maintenant avec Judicaël Polika Païdino au menu du foot et du foot. Rien que du foot. On va parler, on va confirmer une information, je ne vous le dis pas pour le moment. Puis après, le Mondial 2018. Bonjour Polika. Bonjour Loris et bonjour à tous. Vous avez très bien présenté le contenu donc, de la page sportive de ce jour. Du foot, encore du foot. Voilà. Alors, le sport. Oui, c'est connu désormais le nouvel entraîneur d'Arsenal. Oui, Loris, son nom c'est Unai Emery. Il n'y avait pas de doute sur la nouvelle destination du technicien espagnol. En tout cas, la BBC en était persuadée. Nous l'annoncions ce lundi matin. La BBC, pas Bale, Benzema, Cristiano, mais la British Broadcasting Corporation, le média britannique, comme on le précisait également ce 22 mai. Unai Emery sera donc le nouvel entraîneur d'Arsenal. L'information a été officialisée par l'équipe même d'Angleterre et l'entraîneur se trouve un nouveau défi après son départ du Paris Saint-Germain au terme donc de son contrat et surtout parce que le PSG n'en voulait plus. Le PSG rêvait d'avoir un nouvel entraîneur, donc c'est le cas. Et puis évidemment c'est Tuchel qui a remplacé Emery du côté du Paris Saint-Germain. Et pour ce qui concerne Emery, il prend la succession d'un certain Arsène Wenger, entraîneur donc de Arsenal depuis 22 ans, qui a donc quitté son poste à la fin donc de cette saison. On continue pas à parler des... A-t-il la même longévité? Vous parlez de Emery, qui sait, on verra bien. Ce qu'il va réaliser du côté d'Arsenal. En tout cas, ce dont il rêve, c'est de pouvoir faire ce qu'il a pu faire avec Séville, en remportant notamment des coupes européennes, notamment la Ligue Europa, ce qu'il n'a pas réussi à faire avec le Paris Saint-Germain. Ce dont il rêvait avec le PSG, c'était évidemment la Ligue des Champions. La suite, tout le monde la connaît, le Paris qui a donc été éliminé avant donc, les demi-finales avec l'entraîneur espagnol. Je voulais vous proposer de prendre des nouvelles d'un autre entraîneur plutôt, Carlo Ancelotti, dont nous n'avions plus entendu parler depuis quelques mois. Carlo Ancelotti qui pourrait être recruté par Naples, c'est une formation italienne. Donc l'entraîneur viré du Bayern Munich en pleine saison il y a quelques mois va pouvoir ou pourrait se trouver très bientôt une nouvelle fonction, donc prendre ou commencer par tenir les rênes de l'équipe italienne de Naples, dont on sait que le club a failli faire un coup à la Juve cette saison en lui prenant donc le titre de champion, mais il n'a pas réussi à réaliser le coup. Naples, dont on sait aussi qu'il fut le club d'un certain Diego Maradona, El Pibe de Oro, grandissime footballeur argentin. Et maintenant, après les coachs, on va parler des joueurs, d'un joueur précisément, pour le moment, Antoine Griezmann, le footballeur français, international français, qui serait d'accord pour poursuivre sa carrière à l'Atlético Madrid. On dit que Simeone, son entraîneur, en est pour quelque chose. On évoque également le rôle joué par son président. Donc voilà deux messieurs qui seraient allés chez le footballeur français pour le convaincre de poursuivre sa carrière avec les Colchoneros. Antoine Griezmann serait d'accord pour cette proposition. Si l'info se confirme, le footballeur n'ira donc plus au FC Barcelone comme l'avion annoncé donc à la suite de plusieurs médias internationaux qui le voyaient déjà donc porter les couleurs catalanes, Loris.
Alors, Mondial 2018 maintenant. Oui, Mondial 2018, surtout prendre ou parler de la sélection de l'Argentine et cette actualité qui concerne l'un de ces footballeurs qui était présent dans la liste des 23 footballeurs donc convoqués pour participer à cette compétition. Ça concerne Romero, le gardien de but de l'Argentine qui s'est donc blessé, qui est donc forfait pour le Mondial. Donc, du coup, un autre footballeur a donc été appelé pour prendre sa place. C'est quand même un coup dur pour ce footballeur, joueur de Man U, donc une certaine double de Gea, l'Espagnol. Coup dur pour un footballeur, c'est des histoires du genre qui arrivent donc à la veille d'une grande compétition internationale ou même en pleine compétition aussi. Il arrive que des joueurs connaissent ces genres de situations, se blessent ou connaissent des situations tragiques au point de ne pas pouvoir prendre ou de ne pas pouvoir disputer les compétitions en question. C'est aussi je ne dirais pas tragique, mais c'est aussi un problème pour d'autres footballeurs qui connaissent une autre forme de difficulté quand ils ne sont pas convoqués, par exemple, avec leur sélection pour disputer de grandes compétitions. Et on a eu l'occasion de mettre l'accent sur ces footballeurs qui ne seront donc pas présents en Russie pour disputer le tournoi russe qui commence déjà à la mi-juin prochain et va prendre fin un mois plus tard, Loris. Oui, Polycarpe, avant le Mondial Russie 2018, je voudrais quand même avoir de vous une précision peut-être naïve ou anodine sur le décalage horaire. Pourra-t-on suivre les matchs en journée ou à quoi devons-nous nous attendre? Non, je vous laisse le temps de fouiller, de nous le préciser. Si vous voulez. Vous vous rappelez, il y a eu des éditions du Coupe du Monde où on devait se lever tôt le matin. La dernière édition d'ailleurs, tôt le matin où les matchs avaient lieu également. Ça c'était de JO Sydney, je ne sais plus qui me rappelle. Bien sûr, Sydney. Je me rappelle bien de cette finale. Il fallait veiller. La finale. Je crois 1 heure ou 2 heures pour suivre. Absolument, vous avez une très bonne mémoire. La finale, on l'avait suivie très tôt le matin, autour de 2 heures me semble-t-il, à l'époque. Cameroun, Espagne, ou si vous voulez, Espagne-Cameroun. De toutes les façons, il y aura forcément un décalage horaire, comme ce fut déjà le cas pour le dernier mondial. On a dû attendre parfois tard dans la nuit pour suivre des rencontres. Ce sera pareil pour cette édition aussi. Oui, vous voudriez bien nous le préciser les jours à venir. Bien volontiers. Merci. James William Baguidi m'a l'air un tout petit peu fatigué, c'est normal, oui. Fatigué. James, nous sommes partis après ceci. Mister Léo, c'est le Hit Inter, si tout va bien, avec la permission de Igor Runtondi qui signe la réalisation de tout ce que vous avez suivi depuis 9h jusqu'à maintenant. On ne se connaît pas, c'est le titre du Hit Inter. On se connaît pas. C'est tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis tant sur la 102.3 en mode synchronisé que sur Eden Télévision, n'est-ce pas? Et je dis qu'à Polycarpe, vous ne me direz pas le contraire. Certainement pas. N'est-ce pas? Certainement. Alors, avant le 13h, je dois vous préciser l'équipe de coordination et de réalisation de ce numéro de Matin d'Eden. C'est bien Igor Runtondi, de l'autre côté de la régie, à la réalisation, Marc Favrel au son, Denis Marouya au niveau à la gestion des différentes caméras. Denis Marouya, notre cher ami dont le patronyme a une connotation étrangère. On n'oublie pas les amis de la diffusion, Pierre Fonhiquin et Ariane Agbo. C'était l'équipe d'Antenne. Merci de nous avoir suivis et à demain.